Le cadre de ces universités d'automne, consacrées donc au thème racisme et antisémitisme, doivent-ils devenir des délits ordinaires? Pour l'instant, on va le voir très vite, il ne s'agit pas de délits ordinaires, et on aura donc la chance et le plaisir d'en parler avec l'ancien ministre Christian Pierret. Bonjour Christian Pierret. Avec Bruno Millienne, qui est député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines. Bienvenue à vous, Bruno Millienne, au Havre. Et enfin, last but not least, Jean-Baptiste Gastine, qui est le propre maire du Havre et qui nous fait évidemment l'hospitalité depuis hier. On vous remercie beaucoup, monsieur le maire, d'être avec nous pour cette table ronde. Mais sans tarder, je vais céder la parole à notre ami Frédéric Potier, qui est d'ILCRA, et qui va nous exposer les grandes lignes politiques et juridiques de la question que nous allons traiter dans un instant. On l'applaudit, on applaudit aussi nos intervenants de la table ronde, et on vous laisse la parole, cher Frédéric Potier. Merci beaucoup Alexis, bonjour à tous et à toutes. Je ne voudrais pas être trop long en introduction, simplement par rapport au thème qui est traité ce matin. Je crois qu'avant de parler de la parole politique, qui est essentielle, qui est importante dans le sens où elle fixe un cap, elle fixe aussi des limites, il y a aussi un petit sujet, voire deux petits sujets juridiques. Et c'est ça que je voulais évoquer avec vous avant de vous passer la parole. Tout d'abord, il y a une question de modèle. En Grande-Bretagne, le modèle pour la prise des plaintes pour des actes dits de haine, c'est-à-dire racistes, antisémitisme, il est complètement différent. En Grande-Bretagne, lorsque vous avez un incident raciste, antisémite, une agression, une insulte, eh bien, on part du qualificatif porté par la victime. C'est-à-dire que si la victime dit « j'ai été agressé parce que noir, parce que juif, parce que homosexuel », eh bien, c'est ça le point de départ de l'enquête. Et c'est seulement dans un deuxième temps que le procureur écarte ou pas cette circonstance aggravante. Nous, en France, on a l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont commis et l'enquête part sur une instruction qui est menée par les policiers qui recueillent un certain nombre d'éléments. Et c'est après le procureur qui décide ou pas de retenir la circonstance aggravante. Donc le système, il est très différent. Je ne dis pas forcément que le système anglais est meilleur. En tout cas, nous, il nous a beaucoup intéressés. On a été à Londres plusieurs fois avec mon équipe pour essayer de voir si on pouvait importer cette méthode-là. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Dans les avantages, c'est que du coup, le nombre de plaintes, le nombre d'actes est très supérieur. En Grande-Bretagne, il y a à peu près 32 000 actes dits de haine, là où nous, alors ça dépend de la façon de compter, mais on pourrait en avoir entre 1500 et 8000, ça dépend la définition. Donc voilà, il y a ce premier sujet que je livre à vous parce qu'à mon avis, il est intéressant, c'est savoir questionner notre modèle français est à mon avis un élément important. Et le deuxième sujet, mais ça je le dis devant Mario Stasi qui connaît le sujet par cœur, c'est savoir s'il faut sortir les insultes et les agressions racistes et antisémites de la loi de 1881, pardon, je vais y arriver. Là c'est aussi, c'était un des grands combats de la LICRA, notamment l'an dernier. Il y avait eu des propositions faites par la garde des Sceaux qui n'ont pas pu prospérer parce que je pense qu'il y a eu un grand malentendu. Et le grand malentendu, ça a été de croire que nous allions ou nous nous apprêtions à changer complètement le régime lié à la liberté de presse et à l'expression des journalistes. C'était absolument pas ça. C'était de dire lorsqu'il y a des insultes racistes et antisémites, on ne peut pas les traiter pour le tout venant, pour le quotidien, comme des insultes de presse. Et c'est ça qui n'a pas été compris. Et donc du coup, il y a eu une levée de bouclier. Donc du coup, je crois que cette proposition a été pour quelque temps un peu écartée, mais je pense qu'elle reviendra sur le débat parce qu'elle me paraît assez importante. Voilà, je redonne la parole à Alexis en vous souhaitant un bon débat et non, on n'applaudira pas le délégué, c'est pas ça que je veux dire. Si, on vous applaudit, merci à vous. On accueillera tout à l'heure le secrétaire d'État, Gabriel Attal. Voilà. On vous rend honneur en vos grades et qualités, on vous applaudit donc une deuxième fois. Merci Frédéric Potier. Voilà. Et donc on va passer tout de suite donc, au thème de ce débat. Frédéric Potier l'a donc largement évoqué. Il s'agit de savoir si on extrait de la loi de 1881 sur le droit de la presse les poursuites contre les crimes antisémites et racistes et même les
propos antisémites et racistes. C'est un débat que la LICRA a eu le privilège de lancer l'an dernier. Pour l'instant, effectivement, c'est resté lettre morte, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette proposition était nulle et non avenue. Et je vais vous proposer dans un premier temps à chacun d'entre vous, chacun des intervenants de ce panel, de répondre à une question simple. On va venir à la question de la loi de 1881, mais d'abord, quelles atteintes à la République constituent les expressions aujourd'hui récurrentes et qui s'aggravent, qui se multiplient, du racisme et de l'antisémitisme dans l'espace public français. Tiens, commençons par Christian Pierret. Voilà, vous allez prendre un micro. En quoi racisme et antisémitisme aujourd'hui portent-ils atteinte à l'intégrité, à l'indivisibilité de la République ? Merci beaucoup de votre invitation. Merci au président Stasi de m'avoir invité. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, en tant que d'ailleurs aussi membre de la LICRA depuis longtemps. Je pense qu'il faudrait peut-être rappeler quelques étapes importantes, si vous le permettez, en me donnant 2 secondes. Le recul de l'épaisseur historique est toujours bienvenu, et notamment à la LICRA. Donc on vous y encourage et on vous en remercie par avance, Christian Pierret. Comme le souligne une des dernières parutions du droit de vivre, la qualification du combat contre l'antisémitisme et contre le racisme a commencé par un décret, loi, c'est-à-dire ayant force de loi, du milieu du XXe siècle, qui a qualifié tout de suite l'atteinte à une personne physique à l'époque, et depuis on verra que le droit pénal a évolué vers aussi l'expression des personnes morales qui peuvent être maintenant touchées par cette qualification, en vertu de l'origine de la personne, de sa race, c'est le mot qui est employé. Je sais que vous avez travaillé hier sur cette notion à la fois fausse et très difficile, et puis de ses opinions religieuses, enfin de sa religion, plus exactement, pas opinion religieuse, mais religion. Les textes de loi ont ensuite beaucoup évolué et se sont enrichis après ce décret-loi à Marchandeau, se sont enrichis de la loi Pleven, extrêmement combattue par les antisémites et les racistes. C'est presque un mot valise de l'extrême droite. Hein. Il tire sur la loi Pleven. Tire sur la loi Pleven. Comme il a un nom bien breton, ils peuvent l'attaquer. Parce que Pleven a ajouté à ce que je viens de dire, origine, race, religion, le terme de haine raciale, qui n'était pas dans le texte du décret-loi Marchandeau, le thème ethnie et le thème de nation. Donc délit de provocation publique à l'égard de ces 3 éléments. Depuis 1975, on a voulu entourer la notion de racisme au sein de qualifications différentes, et on a introduit, ce qui me pose problème, on en rediscutera tout à l'heure, le terme de discrimination au lieu de la simplicité du texte initial qui était origine, race, religion. Le thème de discrimination qu'on a petit à petit étendu. En gros, l'évolution de notre droit positif a été d'inclure de plus en plus de catégories autour du racisme et de l'antisémitisme. Depuis 1985, on a ajouté les mœurs, je vais faire vite. En 1987, le refus des biens et services, refus de servir un café à un noir dans un bistrot, on est un exemple. Et on a voulu, au fond, noyer la spécificité. C'est pas volontaire, on a cru bien faire, hein, je pense que le législateur a toujours cru bien faire en ce sens, mais la spécificité du racisme et de l'antisémitisme a été entourée, disons, d'une certaine dilution et d'une certaine complexité. En 89, on ajoute le handicap et l'état de santé, discrimination à l'égard d'un handicapé ou de quelqu'un qui serait souffrant. La loi Guessot de 90 a été un grand progrès puisqu'elle a introduit le mot de négationnisme dans la loi, et elle a aggravé les peines lorsqu'il y avait des qualifications correspondant à ce que je viens de dire. En 92, on a introduit aussi la notion de génocide,
qui était déjà introduite par des textes internationaux, mais on l'a mis dans notre droit. En 93, la loi Guesso II a introduit, c'était déjà le cas au plan international, les crimes contre l'humanité. Et ensuite, en 93, discrimination pour opinion politique, appartenance syndicale. Donc on a mis le droit du travail dans le champ de la discrimination. Le 1er mars 1994, la grande réforme du droit pénal, un des derniers textes de la présidence de François Mitterrand, a touché les personnes morales, je le disais tout à l'heure. Le 3 février 2003, on a aggravé encore les peines. En gros, c'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour la plupart de ces délits. Et la loi du 9 août 2010 a adapté notre droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale qui avait été créée auparavant. Alors, je crois que, au fond, cette évolution explique, et je rejoins monsieur le délégué général il y a un instant, le fait qu'en 2017, sur 6000 plaintes pour atteinte à tout ce que je viens de dire, 9% seulement des plaintes ont donné lieu à condamnation. 6000 faits ou présumés tels de racisme et antisémitisme, sur 6000, 9%, 540 sur 6000 seulement ont donné lieu à une condamnation. Alors, les magistrats ne sont pas à incriminer particulièrement la complexité de ce droit qui s'est enrichi petit à petit de toutes ces qualifications successives, rend plus complexe la répression centrale, civilisationnelle, humaniste du racisme et de l'antisémitisme, qui est quand même le focus, comme on dit aujourd'hui, principal de tout cet ensemble de textes. Mais je peux aborder ce que je vous disais tout à l'heure, qui me paraît très... Qui va être très éloquent. Je ne veux pas être trop long pour mes... Je vous en prie. Non, je vous en prie, Christian Piret. On a travaillé dans la voiture, c'est pour ça. Je vais vous faire part d'une surprise. Pour préparer cette réunion aujourd'hui, j'ai étudié quelques arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, s'il y a une institution... à laquelle nous croyons beaucoup et à laquelle nous nous référons beaucoup, c'est évidemment la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un acquis de la construction européenne qui me semble extrêmement important. Et j'ai trouvé le cas qui va évoquer beaucoup de choses parmi nous, et beaucoup d'horreurs, un arrêt de cette Cour du 20 octobre 2015, à la suite d'une plainte de M. Dieudonné Mbala Mbala contre la France, donc contre la République française. Et je voudrais la détailler parce que je trouve qu'elle est surprenante par certains de ses attendus et par le mécanisme juridique qui conduit à ce que, heureusement, la plainte de M. Mbala Mbala ait été repoussée. C'est le fameux Dieudonné, bien trop connu. Mais au nom d'un raisonnement que je trouve par certains côtés, j'ai sans doute mauvais esprit, mais un peu critiquable. On permettra de critiquer une juridiction inattaquable. Le comédien fut condamné par les juridictions nationales. Alors très bien, la juridiction française a fait son travail d'une manière remarquable. Juridiction nationale qui, dans son jugement, diffère, à mon avis heureusement, de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle condamne au nom de l'injure envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur confession, sans avoir besoin de solliciter la présence invitée par M. Mbala Mbala de M. Forisson. Elle condamne, la juridiction française n'a pas besoin d'avoir la présence de Forisson, détail qui est important dans une seconde pour notre raisonnement. Et elle dit ce qu'il faut dire sur la provocation, il n'y a pas d'autre mot, puisque M. Mbala Mbala veut décerner le prix de l'infréquentable et de l'insolence remis par un comédien caricaturant un déporté juif sur une scène. Un déporté juif caricaturé, on fait de l'humour sur le déporté juif. Le requérant Mbala Mbala saisit la cour en disant « Le juge français a mal jugé,
car je suis un artiste comique, je suis un artiste qui, au nom de la liberté d'expression, a le droit de dire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, le droit français est construit de l'expression et de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, puisque c'est le droit de la presse en l'occurrence, souligne, disait Mbala Mbala, le fait que j'ai le droit, puisque la prescription dans ce domaine n'est que de 3 mois. C'est une prescription extrêmement basse pour les délits de presse, dans lesquels sont incluses toutes les qualifications que je viens d'évoquer. Et donc, il va devant la Cour européenne. Devant la Cour, le gouvernement français invoque l'irrecevabilité, c'est juste, une position juridique juste, l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article 17 de la Convention des droits de l'homme européenne, en ce que le requérant tente de détourner un article de cette convention en utilisant la liberté d'expression, je cite, à des fins contraires aux valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la paix. Et Dieudonné, qui avait annoncé préalablement à la scène litigieuse dont je viens de parler, dans l'un de ses précédents spectacles, il avait été fustigé par Bernard-Henri Lévy, qui avait dit « Ce que fait Dieudonné Mbala Mbala est le plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale », fin de citation. Et lui, il répond qu'il voulait faire mieux. À la suite de Bernard-Henri Lévy, mais ça ne suffit pas, Bernard-Henri, mais tu vas voir ce que je vais faire beaucoup mieux encore, j'invite un déporté pour me moquer de lui sur une scène. Et là, ce qui me surprend, c'est que pour la Cour, Dieudonné, je cite, aurait opéré un glissement de l'artistique au politique. Si c'était artistique, il pouvait faire cette scène, ici même, cette scène. Mais comme Dieudonné a glissé vers le politique, il n'a plus la même liberté d'expression, ce qui donc est contestable en soi, mais surtout, cela aurait peut-être paru plus acceptable, voire même acceptable, si c'était au nom d'un spectacle de création sikh, entre guillemets, beaucoup de guillemets, théâtrale. Mais c'est parce que Dieudonné a fait monter Forisson que ça devient politique, et non pas parce qu'il y avait à l'origine une scène de comique sikh, beaucoup de guillemets là aussi, sur les positions défendues en commun par Dieudonné et Forisson. La montée de Forisson sur scène, afin que Dieudonné l'honore du prix de l'infréquentable et de l'insolence, et lui laisse la parole, achève le glissement sur le terrain politique. La Cour rappelle, alors écoutez bien, vous êtes assis, que M. Forisson est un homme à la fois réputé et condamné, certes, pour ses thèses révisionnistes et négationnistes. Elle souligne également que M. Forisson, alors c'est ça qui m'a choqué, est étranger au monde du spectacle et de la satire. S'il n'était pas étranger au monde du spectacle et de la satire, il eût été moins condamnable. Voilà ce que je voulais dire. Et donc l'intention comique de la scène, je cite, l'intention comique de la scène convergeait vers la nature politique de la montée de Forisson et de Dieudonné côte à côte sur la scène et pouvait entraîner la condamnation. Alors, il me paraît donc qu'il faut être très clair. L'antisémitisme et le racisme ne sont pas des délits qu'on peut assimiler à d'autres délits. D'ailleurs, au plan international, les crimes contre l'humanité, qui s'ajoutent aux crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ont une spécificité. Et dans notre droit, ils sont imprescriptibles. Et nous comparons donc l'antisémitisme et le racisme, dont, s'ils sont des délits de presse, à une prescription de 3 mois, s'ils sont crimes contre l'humanité, imprescriptibles. Il y a donc une faille, une logique qui ne va pas. Et quand on sent que le juge européen a été plus ou moins gêné dans la clarté de ses attendus, et plutôt plus que moins, on dit qu'il y a un vrai problème de société, qu'il y a un vrai problème de construction humaniste d'une démocratie à l'échelle européenne, qui est notre fierté et notre combat. Voilà ce que je voulais dire. Merci infiniment, Christian Pierret.
On vous applaudit, oui, parce que l'exemple qu'il a donné est formidablement éloquent des lacunes actuelles de notre droit, du droit français, mais bien sûr a fortiori du droit européen. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous écoutez, Jean-Baptiste Gastine, ce cas très concret, hein, ce cas juridique très concret dont Christian Pierret vient de nous faire la lecture? Est-ce que ça ne révèle pas que la loi française est définitivement insuffisante? Alors, d'abord, merci Christian Pierret d'avoir fait l'histoire de ces textes de loi. Souvent, c'est moi, parce que je suis prof d'histoire avant d'être maire du Havre, qui l'a fait. Dans la vie civique, vous avez fait le travail. Vous êtes un agrégé d'histoire. Je vais enchaîner quand même là-dessus, parce que ce glissement et cette séparation qu'a fait la Cour européenne entre l'artistique et le politique est d'autant plus malvenu que l'inventeur de la politique spectacle, l'inventeur de la création des rassemblements de masse, avec du spectacle pour attirer les foules, c'est Adolf Hitler dans les années 30. C'est le premier à avoir utilisé, avec son ministre de la Communication et de la Propagande, Goebbels, la création artistique, l'art, le sens du spectacle, l'adhésion des foules et la recherche de l'adhésion des foules grâce à des formes artistiques au fin de la propagande, pour faire de la politique. Et donc cette séparation d'une Cour européenne qui, d'une certaine manière, est née avec la construction européenne pour éviter le retour des totalitarismes est assez surprenant. Et c'est quoi? C'est dû à la débilité ou à une forme de complicité ou de conception extensive de la liberté d'expression? En tout cas, sur la question du racisme et de l'antisémitisme comme délit ordinaire, il y a le sujet de la loi de 1881, et je ne l'écarte pas. À partir du moment où on a cessé de reconnaître les opinions racistes comme des opinions, mais comme des délits, il faut que toutes les conséquences, probablement, en soient tirées. Mais il y a plus que ça. C'est une offense au principe républicain, à la devise républicaine, à l'égalité des droits, à la fraternité, qui fait que nous sommes tous frères et sœurs, enfants de la République une et indivisible, que la science vient confirmer tout ça, avec le débat qui doit être ouvert sur la question de la race, du coup, puisque la science ne reconnaît pas vraiment, véritablement, l'existence, ne reconnaît pas l'existence de races différentes. Et il y a une impossibilité, en réalité, pour nous Français et pour nous Européens, indépendamment de la question de la loi de 1881, de reconnaître dans le racisme et l'antisémitisme des délits ordinaires. Parce que nous le voulions ou non, nous sommes tous les enfants d'Auschwitz. Et ce crime de masse, qui peut être comparé à d'autres, mais qui dans son caractère de masse n'a probablement pas d'équivalent, nous a tous marqués, profondément marqués, continue à nous marquer, et rend impossible l'assimilation de ces délits à des délits ordinaires. Et donc, je pense qu'il faut en tirer toutes les conséquences, poursuivre, surtout tous collectivement, avec la LICRA et partout dans les territoires, et surtout dans les écoles, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gastine pour cette première analyse. On reviendra bien sûr sur les conséquences des propos que vous tenez, l'un et l'autre, puisque Christian Pierret est sur une ligne de fermeté aussi face à l'expression de l'antisémitisme et du racisme, et on reviendra dans un deuxième temps, après avoir écouté les analyses liminaires de Bruno Millienne. Vous êtes d'accord avec nos deux précédents orateurs? Et d'abord, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là, mais je suis effectivement d'accord. L'attendu de la Cour européenne de justice est quand même assez étonnant, mais pose bien le débat. C'est-à-dire que là, on est à la fois à la limite de la liberté d'expression, évoquée par la loi de 1881, et à l'acte antisémite et raciste fait par Dieudonné. Et c'est à la fois toute la difficulté de savoir si on sort effectivement de la loi de 1881, parce qu'on voit bien où sont les limites, ou si on y reste. Moi, pour ma part, on va y venir dans un second temps. Mais est-ce que vous pensez que le problème qu'on se pose, et que Mario Stasi nous a amené à nous poser, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'initiative prise par la LICRA, je crois, au début de l'année, sans me tromper, en janvier ou en février, cher Mario. Mais est-ce que, d'ailleurs, Mario aurait pris, d'après vous, on l'entendra dans un instant là-dessus, mais est-ce qu'il aurait pris cette initiative politique
s'il n'y avait pas par ailleurs dans la société française ce déferlement inouï depuis 1945 d'antisémitisme. Oui. Voilà. Alors, le racisme et l'antisémitisme au sein de la société française, on le voit tous les jours. Là, on parle de Dieudonné, de gens célèbres, etc. Mais dans le quotidien des Français, il est présent tout le temps. Vous vous souvenez des essais de CV anonymes qui n'ont pas perduré. Le racisme à l'embauche existe. Le racisme à obtenir un logement existe. Le racisme et l'antisémitisme, toutes ces choses du quotidien existent. Et en cela, moi, effectivement, j'ai plutôt tendance à plaider pour qu'on en fasse quelque chose à part, qui soit sorti de la loi 1881 et qu'on fasse quelque chose qui réponde à toutes ces questions-là qui empoisonnent. Et vous parliez d'indivisibilité de la République française. On voit bien où ça peut mener. On l'a vu, on le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, on l'a vu avec les dernières manifestations, et je pense qu'à un moment ou à un autre, si on ne met pas un coup d'arrêt à tous ces actes-là, ça va très très mal se terminer. Voilà, c'est mon avis sur la question. Merci beaucoup pour ces premières analyses. On reviendra bien sûr sur les conséquences d'une sortie éventuelle de la loi de 1881. On donnera aussi la parole à Mario Stasi, parce que je pense que son éclairage va nous être précieux sur, disons, les motivations qui l'ont conduit, il y a donc maintenant près d'1 an, à prendre cette initiative publique assez salutaire. Il nous expliquera pourquoi, si tu es d'accord, hein, cher Mario, tu monteras nous rejoindre à la tribune dans quelques minutes. Dans quelques minutes, oui. Ou dans ton discours de fin, oui, mais c'est peut-être bien que tu le dises avant, oui, à mon avis avant. Enfin, si ça te dérange pas, hein, on règle nos affaires. Je suis désolé, on règle nos affaires en public, c'est pas bien là. Ouais. Mais j'aimerais bien que Christian Pierret approfondisse avec nous cette question justement du déferlement de l'antisémitisme et du racisme dans la société française aujourd'hui. Est-ce qu'au fond les républicains que nous sommes tous ici dans l'enceinte de la LICRA, à l'occasion de cette université d'automne, ne sont pas pris en tenaille, pour reprendre une célèbre expression de l'ami Laurent Bouvet, entre deux discours extrémistes, au fond, pour aller très très vite, hein, on va dire celui des indigènes de la République, si on les classe à gauche, et celui à droite que constituerait la nouvelle mouvance ambitionnée par la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Alors, pour être très clair, je pense qu'il y a ce qu'on pourrait appeler, comme en astronomie, on parle d'un bruit de fond de l'univers. Il y a un bruit de fond raciste et antisémite dans la société française depuis très longtemps. Et malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, qui perdure. C'est une réalité, il faut reconnaître. Il n'y a pas que la société française. On a des exemples contemporains de sociétés européennes. Je pense à la Hongrie, qui pourtant a tellement souffert de l'antisémitisme. Je pense à la Pologne, qui a des élections aujourd'hui même des élections législatives sur des bases extrêmement ambiguës sur le plan politique, et ambiguës à l'égard de notre sujet d'aujourd'hui, et à tant d'autres mouvements dits populistes, dont le bruit de fond est largement fondé, si ce n'est sur l'antisémitisme, qu'il y a plus de mal à apparaître comme tel, parce qu'il n'est pas repris par la presse, par exemple, mais elle essaie de faire ce travail de racisme général. L'autre, auquel nous ici nous mettons une majuscule à la lettre A, l'autre est considéré comme un étranger, et c'est la lutte contre cet étranger qui est le fondement de la création de l'idée nationale de ces populistes, de Vox en Espagne qui vient d'apparaître, de la Ligue en Italie, dont les réminiscences du fascisme sont évidentes, de l'AfD, Allianz für Deutschland en Allemagne, de l'extrême droite française, du Rassemblement national, de Belgique, de Hollande, etc. Alors ces gens-là, ils ont un point commun. Ils sont racistes et antisémites. Alors peut-être, mais par-delà le populisme ouais, qu'ils affichent tous à des degrés divers, ils prétendent tous, dans leurs éléments de langage, tous ces néo-populistes européens prétendent aujourd'hui, et c'est un piège évidemment qui est tendu aux communautés juives, ils prétendent être les meilleurs remparts des juifs en Europe, oui, oui, contre la déferlante de l'islamisme. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette auto-présentation des populistes? Je réponds par un sondage qui est paru dans ce petit opuscule de l'Institut Diderot, l'antisémitisme en France, par Éric Eslassi. Moyenne des Français sur quelques affirmations
Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance. Français, 25%. J'ai peine à dire, parce que ça fait mal, musulmans, croyants et pratiquants, 74%. Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias. Français, 22%. Les Juifs utilisent aujourd'hui dans leur propre intérêt leur statut de victime du génocide nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Français, 35% sont d'accord avec ça. Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la politique, 19%. Les Juifs sont des responsables de la crise économique, 6%. Les Juifs sont injustement attaqués quand les choses vont mal, 46%. Quand je parle de bruit de fond, il est quand même très audible, puisque là, il s'agit de moyenne française. Et si j'allais jusqu'au bout de... C'est presque un morceau du décor, de la société française d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc c'est constitutif. Donc l'urgence politique, l'urgence législative, elle est de lutter contre cela, naturellement. Et comme je ne veux pas que ça soit binaire, je pense que l'animateur m'encouragera dans cette voie, je ne veux pas citer les autres chiffres qui concernent les gens d'origine musulmane, les musulmans croyants et pratiquants, où les chiffres que je viens de citer sont exponentiels en croissance exponentielle par rapport à cela. Et donc, aujourd'hui, dans notre société, il y a il y a un courant souterrain qui, grâce à la presse, grâce à la résistance des associations, grâce aux partis politiques traditionnels, qu'ils soient de droite ou de gauche, combat l'extrême droite qui soutient un discours, inutile d'enrichir notre connaissance là-dessus, nous sommes parfaitement au courant. L'extrême gauche, qui a parfois un discours au nom de la révolution, je ne sais pas trop au nom de quoi d'ailleurs, qui anticapitaliste, qui prétend que capitalisme et juif sont deux mots qu'il faut accoler l'un à l'autre dans un sens négatif. Le reste de l'opinion française... Et puis vous avez un problème que Mario Stasi a souvent soulevé, et à juste titre. Hein. Il y a ce mouvement qui s'appelle les indigènes de la République, qui occupe un espace, disons, on va dire, dans une gauche hypercritique, et qui recode la République en instrument d'oppression historique contre les populations issues de la colonisation. Ça, c'est un discours qui malheureusement gagne du terrain, et gagne du terrain, on peut le dire, dans les banlieues. C'est la réalité sociologique. Absolument, parce que le cœur de tous ces raisonnements, qui vont encore une fois de l'extrême gauche à l'extrême droite, le cœur de tous ces raisonnements, c'est la négation fondamentale de ce qui fait notre bien commun, la République et la démocratie. Dans la République et la démocratie, depuis le 26 août 1789, il n'y a pas de communauté, de nations au pluriel, de groupes, etc. Il y a des citoyens, des individus citoyens, et les juifs, les catholiques, les protestants, les juifs d'origine maghrébine, les habitants d'origine maghrébine, d'origine belge, russes, américaines, etc., qui sont citoyens français, sont tous des individus citoyens participant à une démocratie. Ça change avec l'ordre juridique précédent, où le roi Louis XVI pouvait parler du bien de mes peuples, le peuple breton, le peuple auvergnat, etc. Où les rois parlaient des nations, au pluriel, nations constitutives de la France. La césure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, c'est de traiter tout le monde comme un citoyen. Et en plus, la Révolution française, avec l'abbé Grégoire, a inclus les Juifs, le décret Crémieux en Algérie, etc. Donc la césure est là. Et les gens qui se réfèrent pour, soi-disant, entre guillemets, protéger les Juifs, c'est-à-dire protéger la communauté juive, se réfèrent à une vision antidémocratique, anti-républicaine, qui ferait que notre nation serait constituée de sous-ensembles ayant leur communauté comme référence commune. Et qu'il me soit permis ici de faire référence à un livre que je voudrais vous conseiller de Dominique Schnapper qui s'appelle « La citoyenneté à l'épreuve », un livre vraiment extrêmement profond. Et j'ai connu Dominique Schnapper parce que j'organise un festival de géographie qui avait lieu la semaine dernière à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, elle raconte la trajectoire des Juifs dans la modernité politique française. Il y a un livre extrêmement dense qui raconte
de manière très forte. Et elle dit ceci: une fois émancipés, les Juifs étaient l'un de ces groupes, mais les groupes dont j'ai parlé, les peuples de Louis XVI, etc. Mais la citoyenneté nationale, 1789, n'interdit pas aux citoyens d'entretenir une langue, une histoire, une culture particulière, en d'autres termes des éléments ethniques ou traditionnels de leur identité collective. Mais ils sont citoyens français, ils votent dans une démocratie. J'ai été premier secrétaire de la fédération de PS de Paris, il y a quelques années, je ne suis plus très jeune, et j'ai édité des tracts en yiddish pour quelques arrondissements parisiens où une tradition socialiste s'exprimait en yiddish. Et donc l'identité, c'était des super citoyens, qu'on se rappelle ce qu'ont fait les Juifs pendant la Première Guerre mondiale. J'ai été le maire de Saint-Dié-des-Vosges, dans lequel est enterré le rabbin Bloch. Et chacun a ici cet événement historique. Non, mais il faut rappeler, c'est parce que là vous faites allusion, vous faites du name dropping là. Christian Pierret, le rabbin Bloch, c'est le rabbin qui a offert les derniers sacrements à un soldat à côté de lui, non juif à Saint-Dié, voilà, en 1914, qui venait d'être provoquant chez Maurice Barrès, théoricien de l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus, une sorte de saisissement, et là il se dit, bah oui, mais au fond, si ce rabbin fait ça, ça veut dire que les Juifs sont vraiment au combat, et au fond ont achevé pleinement leur intégration à la citoyenneté française, et ça fait reculer chez lui les ultimes résistances de l'antisémitisme. Nous sommes à 15 ans de l'affaire après l'affaire Dreyfus. Et donc, et plus loin, et je termine sur ce point, Dominique Schlapper dit ceci: leur exemple confirme une fois encore que la transcendance des particularismes sur l'espace public n'élimine pas pour autant les fidélités particulières. C'est important. On peut se sentir de culture juive, on peut se sentir de culture chrétienne, on peut se sentir de culture constitutive de la richesse historique et de l'évolution historique de notre nation vers la démocratie. Et depuis la césure démocratique, depuis la conquête républicaine, nous sommes tous des citoyens. Et elle termine: ce n'est pas possible. Le citoyen est un sujet de droit et non un individu historique. Et en qualifiant la communauté juive de communauté historique ayant ses lois propres, les antisémites cherchent à sortir du processus démocratique et républicain les Juifs pour les désigner. Et pour les désigner, pourquoi? Afin de dresser ceux qui ne le sont pas contre les Juifs et avoir un bouc émissaire classique. Et le processus est classique. C'est ce qui se passe en Hongrie. Orban fait ça. Le PiS, P-I-S, polonais, fait ça. Rappelons le drame des Juifs, plus particulièrement des Juifs polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, où des villes entières ont été déportées, exterminées, et l'extermination industrielle est caractéristique du nazisme. C'est pas une extermination. Staline aussi a exterminé des populations entières, mais l'extermination organisée, industrielle, technologique des Juifs est une rupture une rupture d'horreur dans l'antisémitisme et dans le racisme. Il y a des ruptures dans l'histoire, et cette rupture-là, elle est indélébile, elle est désormais imprescriptible, elle est particulière, et donc le droit doit s'adapter à cette situation. Ce n'est pas pareil d'être raciste et antisémite que de condamner le racisme et l'antisémitisme, ou de condamner l'antisyndicalisme, qui est un délit évidemment, perdra personne ou d'opinion politique. On est bien d'accord, mais c'est pas la même nature. C'est pas la même nature. On sent bien qu'il y a une différence de degré, et la différence de degré entraîne une différence de nature. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci infiniment, bien défendu dans Christian Pierret. On vous applaudit pour ce plaidoyer extrêmement républicain pour la citoyenneté démocratique, des républiques démocratiques, que la France incarne évidemment entre toutes. Alors je me tourne à nouveau vers Jean-Baptiste Gastine. La République, à l'évidence, recule dans de nombreux territoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christian Pierret pour dire qu'elle recule d'abord face aux identités antidémocratiques?
Et un mot sur ce fond d'antisémitisme qui perdure dans la société française, qui est très ancien. On en a évidemment des traces au Moyen-Âge, l'affaire Dreyfus, la France de Vichy. C'est un historien américain qui met en évidence les responsabilités de la France. Voilà. Robert Paxton, pour ne pas le nommer. Exactement. Hein, voilà. Et c'est pas les Français, c'est pas les historiens français qui ont été capables de le faire, c'est d'abord un historien américain. Et il se trouve qu'on est dans une période, pour plein de raisons, de résurgence, une forme d'antisémitisme dans la société française. Et donc, c'est une résurgence ou c'est un néo-antisémitisme, comme le disent certains? Il y a on peut l'appeler comme on veut. Le plus spectaculaire est probablement ce qui se passe en Allemagne, où après la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, on peut penser que l'antisémitisme avait disparu totalement. Et on a parlé de l'Europe de l'Est. En Allemagne, il est en train, là aussi, de ressurgir. Dans un pays où on pensait pendant longtemps qu'on serait totalement à l'abri de ça. Et donc tout ça doit nous amener collectivement à une vigilance accrue, probablement à des dispositifs nouveaux, à la hauteur des enjeux. Christian Pierret a rappelé avec quelle facilité certains assimilent les juifs au capitalisme, à la finance, à la richesse. Mireille Knoll a été assassinée à Paris par des voyous parce qu'elle était juive, ils pensaient qu'il y avait de l'argent, qu'elle avait de l'argent. Un mot sur mon parcours personnel. J'ai rompu totalement avec le Parti chrétien-démocrate, auquel j'étais pourtant attaché, parce que, pour moi, la démocratie chrétienne avait participé très largement à la construction européenne. J'ai rompu avec le Parti chrétien-démocrate avant qu'il dérive vers l'extrême droite. Mais ce qui m'a conduit à le faire, beaucoup l'ont oublié, c'est que à l'automne 2016, il y a la primaire de la droite et du centre, et que Jean-Frédéric Poisson fait une sortie en créant un lien entre les juifs new-yorkais et la finance de Wall Street. Et j'ai considéré que ce lien était insupportable, que cette assimilation était insupportable. On trouve ça d'ailleurs dans le Maurras des années 30. Hein. Chez les Maurassiens des années 30, on trouve ça. Hein. Vous trouverez la trace de cette déclaration qui explique, en partie seulement, parce que depuis d'autres évolutions du Parti chrétien-démocrate m'ont conforté dans cette décision que j'ai prise à l'époque de quitter définitivement et de rompre tout lien avec le Parti chrétien-démocrate pour la raison que je viens d'évoquer. Alors, sur les territoires de la République, on est tous attachés au grand principe de la République, une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Moi, j'ai enseigné ça à des collégiens, à des lycéens, dans mes cours d'histoire, dans mes cours d'éducation civique. Et je l'ai fait avec passion et je ne regrette rien. Et s'il fallait continuer à le faire, je continuerai à le faire. Vous avez été enseignant combien d'années? 26 ans. Ah oui, c'est bien, ça forme. J'ai arrêté uniquement quand je suis devenu maire. J'avais encore des classes au mois de mars. Et ces grands principes, il faut continuer à les défendre. Mais la réalité de la géographie de la France fait que, au Havre et dans la plupart des grandes villes de France, il y a des quartiers préoccupants, où la situation est préoccupante. Ce n'est pas un hasard si une partie du Havre a été classée zone de reconquête républicaine. Ça veut dire que la République a perdu du terrain. Il y a un historien qui est Georges Bensoussan qui avait parlé des territoires perdus de la République. Oui, il y a des vous reprenez cette cette expression à votre compte? C'est perdu, non, pas perdu définitivement, je ne veux pas le croire en tout cas, parce que je sais que sur place, dans ces quartiers, continuent à travailler, des services publics, à être présents, des services publics. Souvent, malheureusement, il n'y a plus que des écoles, hein. Mais il y a encore des écoles, des collèges, avec des profs, des directeurs d'établissement qui se battent pour défendre les principes de la République, pour faire valoir les principes de la République, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Je me souviens aussi qu'il y a quelques années seulement, un Premier ministre parlait d'apartheid social, territorial. Il y a donc des grands principes et une réalité dans certains territoires qui nous préoccupe. Qui me préoccupe, même si ici, grâce aux institutions, grâce à l'école, à l'éducation nationale, grâce aux services publics, grâce au tissu associatif aussi,
On est toujours au combat pour faire valoir les principes de la République. Mais c'est une bataille. C'est une bataille permanente du quotidien. Comme maire du Havre, vous êtes confronté justement à ce morcellement, ce délitement éventuellement du lien civique. Comment, avant d'en venir aux questions plus strictement juridiques que comporte à l'agenda notre table ronde, comment on recrée du commun entre des citoyens dont les horizons mentaux, par certains côtés, tendent à s'éloigner les uns des autres? Le commun, c'est d'abord par l'école qu'il passe. Et je pense que si on a reculé, si on a perdu du terrain, c'est aussi parce que l'école a perdu en efficacité depuis des décennies. Et toutes les mesures le montrent. Hein. Inutile de revenir sur les enquêtes PISA, les enquêtes qui sont faites dans le cadre de la journée défense-citoyenneté. Et tout montre qu'en moyenne, la moyenne de l'éducation en France, c'est pas si mauvaise. On recule un peu. Mais que ce qui fait qu'on recule un peu, c'est une fraction de 20 à 25% de la population dont les résultats progressent peu. Et qui sont concentrés dans ces quartiers difficiles qu'on a souvent autour des grandes villes. Et donc je crois que tout passe par l'éducation et que ce qui a été décidé depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, va dans le bon sens. Les moyens considérables mis à l'école primaire, parce que c'est là que tout commence. C'est l'apprentissage des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, mais aussi, c'est trop oublié parce qu'on ne le dit qu'à la fin, le respect de soi et le respect des autres, les deux allant ensemble. Le fait qu'on ait dédoublé dans ces quartiers prioritaires les classes de CP, CE1. Pour Le Havre, en 3 ans, on a créé 71 classes. En 3 ans seulement, on a créé 71 classes avec 71 instituteurs, parce qu'on a, je crois, la plus grande zone d'éducation prioritaire de France. Et les premiers résultats, parce qu'après 3 ans, on commence à avoir un bilan, une évaluation de ça, ils sont extrêmement positifs. On va expérimenter aussi quelque chose qui est tout récent, qui s'appelle la cité éducative, et qui consiste à voir comment, sur un certain nombre de quartiers prioritaires, on peut, avec l'éducation nationale, pas à la place de l'éducation nationale, mais avec l'éducation nationale, mobiliser les institutions, les services municipaux, les associations culturelles, sociales, sportives, qui sont présentes sur ce quartier. C'est pour ça qu'on a été labellisé, c'est parce qu'il y avait un tissu associatif important qui permettait de travailler à la mobilisation de tous les leviers pour favoriser ensemble la réussite éducative. Et je crois que là, il y a des perspectives nouvelles, en tout cas intéressantes, qui s'ouvrent et qui, je l'espère, permettront de former toujours mieux les citoyens, tous les citoyens. Alors on reviendra avec vous tout à l'heure, Jean-Baptiste Gastine, sur cet aspect éducatif, en évoquant aussi les combats spécifiques que la LICRA mène dans ce domaine pour rallumer les lumières partout où cela est possible. Mais avant, peut-être répondez à cette question, qui ce n'est pas un quiz, mais c'est quand même la question du jour. Est-ce qu'on sort les délits antisémites et racistes et les prises de parole antisémites et racistes du cadre dans lequel il se trouve jusqu'à présent de la loi de 1881? Non, mais on l'a dit, la loi de 1881, elle est faite d'abord pour la presse et les médias de l'époque. Donc on y va. Donc pour les journalistes. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est que chacun peut se répandre avec une facilité incroyable, en particulier avec les nouveaux médias, sur les réseaux sociaux en particulier. Et donc ça pose un problème. Et en plus, j'ajouterais que toutes les paroles se valent. Vous êtes dans une société, c'est comme ça, où la parole de l'expert, la parole du ministre, valent celle de celui qu'on va interroger dans la rue. Et la parole de l'animateur vaut celle du professeur. Oui, mais ça va. C'est pas animateur de conférence, un animateur de télé. Ça encore, ça passe. Mais toutes les paroles se valent. Et donc, probablement, en effet, qu'il faut trouver les moyens. Et probablement, on ne pourra éviter de passer par les grandes entreprises multinationales de communication. Ça pose une question, parce que c'est à elles qu'on va demander de faire le boulot, finalement. Mais je ne vois pas d'autre solution
sous peine d'accepter que demeurent pendant des jours et des jours des propos racistes, des propos haineux, des incitations à la haine. Des contenus antisémites. Voilà, donc, mais moi, je ne suis pas parlementaire, je suis maire du Havre, c'est le travail des parlementaires. Ah ben non, vous n'êtes pas patron de Google. Il a commencé à l'Assemblée nationale, il va se poursuivre au Sénat, ce travail qui consiste, dans le cadre du débat sur la loi Avia, de regarder ces sujets-là. Merci infiniment Jean-Baptiste Gastine pour ces analyses très fermes sur la question des principes républicains. Alors Bruno Millienne, vous êtes député, vous avez aussi votre liberté de parole sur tous ces sujets. Ça y est, on y va. Là, on sort de la loi de 1881. La comédie a assez duré. Vous dites basta, non ? Je pense que basta. Mais si vous me permettez une petite digression, je voudrais revenir un petit peu sur mon cas personnel. Ça sera très bref. Moi, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger avec mes parents pendant les 18 premières années de ma vie. Laos, Côte d'Ivoire et Maroc. L'image de la France dans ces pays-là, vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'était beau. Les gens parlaient de la France avec des étoiles dans les yeux parce que c'était le pays des droits de l'homme, parce que liberté, égalité, fraternité, parce que tout ce qu'on nous a enseigné à l'école. Et aujourd'hui, vous pensez que le drapeau de l'universalisme français il est frippé ? On disait que l'antisémitisme était rampant depuis la Deuxième Guerre. Moi, je suis rentré en France en 78, je ne suis pas tout jeune. Mais quand je suis rentré en 78, le pays que j'ai trouvé ne correspondait en rien à celui qu'on me décrivait à l'étranger. Et pour moi, le combat contre le racisme et l'antisémitisme était d'évidence dès cet instant-là. Ça n'a jamais été possible autrement. Ça, première chose. On parlait de la loi de 1880, la liberté de la presse. Moi, je suis effrayé de voir ce que deviennent les médias. J'ai été journaliste pendant plus de 30 ans. Et je suis effrayé de voir ce que deviennent les médias aujourd'hui. Je vous le dis, comme d'autres collègues, je refuse depuis 2-3 jours d'aller sur les plateaux de CNews parce que CNews a embauché monsieur Éric Zemmour. Alors, c'est pas la loi, ça. Ce sont juste des actions qui vont peut-être avoir un petit peu de médias, encore qu'on peut se poser la question. Mais le combat, il se fait tous les jours, pied à pied, et tout le temps. Vous évoquez donc cette chaîne, effectivement, vous avez raison, qui fait appel à... Mais non, on ne pourra rien faire, on est sous la loi de 1881. Qui fait appel au chroniqueur du Figaro, Éric Zemmour. Est-ce que vous avez le sentiment, comme citoyen, mais aussi comme élu de la République, que cette embauche s'inscrit dans un cadre simple consistant à faire du buzz, ou il y a un projet idéologique que dissimulerait l'actionnaire? Je me pose la question. Faire le buzz, oui, indéniablement. Parce que ça, les chaînes d'infos, les deux principales, j'ai une petite affection pour celle qui est très loin, vous savez, dans l'ordre des chaînes, et qui est devenue gratuite il n'y a pas longtemps, parce que je trouve qu'ils font à peu près leur boulot. Mais les deux autres, en tout cas, oui, on est dans le buzz. Regardez simplement l'événement Xavier Dupont de Ligonnès, qui a été ridicule. Ils se sont ridiculisés. On est dans le buzz. Mais au-delà du buzz, je me demande s'il n'y a pas une volonté éditoriale derrière. Parce que pour avoir discuté avec les animateurs, des fois, ils ont des propos où ils nous poussent à réagir avec des propos qui sont limites. Et quand je m'en émets auprès d'eux hors caméra, ils me disent « Oh, mais on n'a pas le choix, c'est ce qu'on nous demande. » Où est la limite entre le buzz... Ça, c'est sur CNews. Oui, et puis ça peut être ailleurs. Où est la limite entre le buzz et... j'irai pas jusqu'à l'apologie du racisme, c'est pas vrai, mais en tout cas, avoir manipuler une certaine opinion. Je me pose la question. Mais bon, c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est simplement pour dire qu'il faut qu'on fasse attention à ça. En plus, avec Internet, on le sait, la loi Avia va aller au Sénat. On n'ira pas aussi loin que les Allemands hein, pour les GAFA, clairement, mais il faut qu'on y aille. Et pour vous répondre, oui, il y a un moment, il va falloir qu'on sorte de ce cadre de la loi de 1881 pour faire quelque chose de particulier, spécifique, dédié au racisme et à l'antisémitisme et à la xénophobie, parce que c'est au-delà des autres délits que vous avez pu citer, et qui sont certes des délits, mais quand même largement mineurs par rapport à cela. Alors avant qu'on approfondisse ce point, Bruno Millienne, d'abord on vous applaudit, oui effectivement, vous pouvez l'applaudir, mais... et que Jean-Baptiste Gastine ainsi que Christian Pierret vous répondent, j'aimerais qu'on creuse cette question aussi des multinationales. À l'évidence, donc, qui était évoquée à l'instant par Jean-Baptiste Gastine, à l'évidence, l'actuel exécutif s'est attelé à la tâche aussi parallèlement pour que les contenus antisémites et racistes soient le plus souvent effacés des plateformes. Est-ce que ça progresse? Est-ce que c'est à mettre à l'actif, et oui, qu'on le veuille ou non, du macronisme, ce travail? Je ne sais pas si c'est à mettre à l'actif du macronisme, on s'est saisi du sujet parce qu'il y a un sujet,
le sujet est devenu grandissant avec les réseaux sociaux, on le voit, les déferlements de haine, les déferlements racistes sont quotidiens sur les GAFA. Mais oui, on s'en est saisi parce qu'on est au pouvoir et au gouvernement. Il faut qu'on avance, il faut qu'on aille très loin. Et moi, j'espère peut-être, on verra ce que donnera le débat au Sénat, mais j'aimerais bien que ça aille un tout petit peu plus loin que ce qu'on a fait, même si on a progressé largement avec le texte de Laetitia Avia. Mais ce serait bien qu'on tape un petit peu plus fort encore. Et oui, ce sont les plateformes qui seront obligées de faire la police elles-mêmes dans un premier temps. Ça va être compliqué, mais il faut qu'on lâche rien à ce niveau-là. Alors Christian Perret, et on invite parallèlement, vous pouvez l'applaudir, on l'a cité depuis tout à l'heure, notre vedette américaine qui n'est autre que Mario Stasi, le président de la LICRA. Non mais viens. Non mais si, c'est notre vedette américaine du matin. Viens t'asseoir avec nous. Voilà. Et Christian, donc sur cette question justement de la précision, il y a un bras de fer entre l'État français et les multinationales du net, les fameux GAFAM. Il y a un bras de fer sur cette question des limites à poser à la liberté d'expression quand celle-ci est utilisée par des racistes et par des antisémites. Alors, je crois que la loi Avia, donc du nom de la députée LREM qui en est la rédactrice principale, sous forme de proposition de loi, est un grand progrès. Elle n'échappe pas non plus à ce que vous venez de critiquer, qui est qu'on ajoute encore des listes de qualifications qui ne rendent pas la lutte contre le racisme et l'antisémitisme spécifique. Mais elle est claire, elle est simple et elle manifeste une volonté politique dont il faut se féliciter, un peu à l'image du discours de notre président de la République devant le CRIF il y a 2 ans, je crois, où il rappelait, il disait en substance, je cite, il faut faire plus. La loi Avia va dans ce sens. C'était l'année dernière, c'était début 2019, lorsque... Mais je dois la vérité de dire que dès le gouvernement auquel j'appartenais, puis ceux qui ont suivi, la situation particulière dans la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d'accès était dès 2004 mentionnée dans la loi. Dès 2004. Donc le droit positif actuel inclut déjà les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. La réalité est que devant la puissance fantastique de Facebook, de tous les mouvements des sociaux, un État national, voire même un État européen, si je peux appeler ça comme ça, en avançant un petit peu dans l'histoire, je vais être corrigé sur ma gauche par le professeur. C'est les Lilliput face à Gulliver. Voilà. Ouais. On peut toujours être condamné. Je cite souvent l'exemple que pour faire valoir ses droits sur l'un des sites du net, il faut aller plaider dans l'État américain du Delaware et donc avoir l'argent pour avoir un avocat américain, connaître le droit américain et si vous êtes diffamé sur un de ces sites, allez toujours essayer de trouver un Américain qui va vous défendre dans le Delaware. Donc tout ça est écrit, tout ça c'est un droit positif, mais tout ça est impraticable. Donc il y a une difficulté. Sauf si vous prenez Mario Stasi comme avocat. Sauf naturellement. Si vous prenez mon excellent confrère Mario Stasi. Mais on n'a pas le droit de faire... Non, faut qu'on arrête, non, il va croire qu'on le harcèle. Là. Donc voilà. Donc le harcèlement anti-président de la LICRA. Je lui ai tendu une perche pour dire que le droit positif existait déjà en ce sens, que la loi Avia va dans le bon sens, bravo. Je donne le micro à mon voisin. Oui, juste en introduction, Mario, si tu le permets, il y a un truc qui s'est passé dernièrement au niveau de l'OMC qui est assez remarquable sur les GAFA. On a créé le premier impôt mondial. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un droit mondial contre le racisme et l'antisémitisme? C'est une petite tâche qui va t'occuper quelques années, mais pourquoi pas? Merci beaucoup. Déjà avec le tribunal pénal international. Cher Mario Stasi, merci d'abord d'être avec nous. C'est un peu normal, c'est quand même... Je me suis invité moi-même, quoi, c'est ça? Quelques propos que je souhaite tenir. D'abord, pour faire condamner un GAFA, il faut déjà pouvoir le poursuivre. Et la grande avancée, une des grandes avancées de la proposition Avia, que nous soutiendrons, au sujet de laquelle
nous demanderons quelques ajouts et émettrons quelques commentaires, mais je pense que ce projet doit être soutenu. Une des grandes avancées, c'est le fait d'imposer, in fine, une représentation en Europe ou en France, d'ailleurs il faudrait plutôt en France, une représentation légale, une représentation juridique de ces plateformes et de ces hébergeurs qui permettent déjà des poursuites. Car si le droit intérieur s'était déjà penché sur ces hébergeurs et ces plateformes, il n'avait pas prévu, ou en tout cas pas envisagé, ou pas su imposer cette présence, cette domiciliation qui permet les poursuites. Plus généralement, le débat qui se pose de la sortie de la loi de 1881 des délits racistes, c'est un débat, est une réflexion, un combat que nous menons à la LICRA depuis bien avant moi. Hein, Alain Jacquut l'a porté et continue à le porter à nos côtés. Mais c'est un combat que j'endosse passionnément comme président d'avocat et comme de la LICRA et comme avocat. Parce que j'ai été, je ne le suis plus, avocat de la LICRA pendant de nombreuses années et j'ai été dans ces prétoires, je suis un avocat praticien du droit de la presse et je connais les choses trappes procédurales qui sont tout à fait légitimes lorsqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression du journaliste. Et cette loi de 1881, ses principes et cette loi sont sacrés. Mais que ces choses trappes procédurales que sont la prescription, que sont des exigences textuelles dans les citations, cet acte que le prévenu reçoit à domicile, et si ces exigences ne sont pas remplies, les citations sont nulles. Et la poursuite tombe. Ces choses tapent et ces possibilités données, puisqu'on est dans la liberté d'expression, à celui qui se sent diffamé, le journaliste ou l'humoriste, d'avoir, pardon de le dire, mais une scène judiciaire qui est soit passionnante, et on nous oppose toujours le procès des caricatures de Mahom, c'était passionnant, soit, le plus souvent, insupportable. Je me souviens, je ne vais pas parler trop longtemps, c'est promis, il faut que j'aille chercher Gabriel Attal, mais je me souviens avoir plaidé pour la LICRA face à Soral, qui avait brandi un bras au mémorial de la Shoah à Berlin, qui n'était pas un bras nazi, qui était une quenelle. Quenelle, oui. Ouais, dont il affichait la paternité en disant... je ne rentrerai pas dans les détails tellement c'était ignominieux les explications qu'il donnait. Mais le pire, c'est qu'il avait fait citer à sa demande par le tribunal, qui ne pouvait pas s'y opposer, Dieudonné, qui venait sur la même scène médiatique pendant 3 à 4 heures, expliquer que c'était lui le père de la quenelle et pas toi, Alain Soral, et que ce procès était une mascarade. Bon, vous voyez l'absurdité. C'est-à-dire que la même scène judiciaire, solennelle, sacrée, républicaine, qui, dans certains cas, vise à poursuivre, parce que c'est la loi, un journaliste qui a dérapé, qui va expliquer ou sa bonne foi, ou que ce qu'il a expliqué, écrit dans les journaux était réel. Cette scène, elle peut être guignolisée par deux antisémites. Elle peut être guignolisée, c'est-à-dire que le journaliste qui a dérapé est traité, ou plutôt Dieudonné Mbala est traité avec les mêmes luxes procéduraux qu'un journaliste qui a dérapé. C'est insupportable lorsqu'on est avocat praticien, insupportable lorsque, et j'aime pas le terme d'ailleurs délit ordinaire, parce que certains pourraient penser que le fait de traiter ces délits racistes et antisémites comme des délits ordinaires viendrait à... Ce serait une forme de banalisation. Exactement, non, pas du tout. C'est de faire d'eux des délinquants ordinaires. On a pu le faire pour l'apologie du terrorisme, qui est sorti de la loi de 1881 pour rentrer comme un délit ordinaire dans le code pénal, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait l'apologie du terroriste, en 24 heures, il est jugé. Mais alors justement, Mario, avant que vous alliez chercher le ministre Attal, est-ce que vous avez l'impression que les esprits aujourd'hui, alors on va dire les esprits au sommet de l'exécutif actuel, sont mûrs pour avancer avec vous dans cette direction? D'abord, qu'il soit mûr ou qu'il soit pas mûr, vous en fichez. On le mène et on continuera à le mener. C'est une question d'éthique de responsabilité. Oui. Et d'éthique de conviction aussi. Oui, et l'un et l'autre.
ayez quand même conscience que lorsque nous avons lancé cet appel à tous les parlementaires, sénateurs et députés confondus en mars dernier, il n'y a eu que 70 signataires. Pourquoi? Parce que intimement, je crois qu'il y a encore cette culture qui n'est peut-être pas encore communément admise, digérée, ressentie, qui est que la parole, ce n'est pas un acte. Qui est que, et on est toujours obligé de le rappeler, le racisme, c'est un délit, ce n'est pas une opinion. Et il y a un grand courant de pensée, je ne vais pas donner les noms, un grand courant qui est souvent animé d'ailleurs par des avocats illustres. Des libéraux. Non mais qui sont à la Ligue des droits de l'homme. C'était ton invité par exemple l'an dernier. C'était François Sureau. Il a pris parti. D'ailleurs, non mais ça se plaide. Leur position se plaide. Ils disent la loi Avia va ajouter à des dispositifs c'est pas ce que je voulais déjà existants. Non, Alexis, je termine. Des codicils liberticides. Ça veut dire que je suis trop long ça. Non, pas du tout. Non, je ne parle pas de la loi Avia. Le mot doit être traité différemment de l'acte. Voilà ce que eux pensent intimement. Or, on le sait, Radio des Mille Collines, on le sait, le mot peut tuer. Bien. Or, à partir du moment où on constate que le traitement procédural est inefficace, que la réponse pénale met des mois et des années, j'ajoute que la complexité du droit de la presse fait qu'on a un taux d'échec ahurissant, et pire, un abandon de la puissance publique, certains parquetiers qui n'ont pas les compétences, car il faut être, j'allais dire éduqué, il faut être instruit pour mener une poursuite pénale en cette matière jusqu'à son terme sans tomber dans les choses procédurales. On a donc même un échec dans le traitement de ces délits racistes et antisémites. Donc, j'allais dire, à partir du moment où on part du postulat que le mot peut tuer, et que le racisme et l'antisémitisme sont des délits et pas une opinion, on doit pouvoir aller jusqu'au terme de cette réforme. Voilà. Bravo Mario, mais justement, et les journalistes, encore un mot. Et les journalistes, voilà, et les journalistes. Il y a des résistances chez les journalistes, de nombreuses. Moi je suis un optimiste. Ouais. C'est-à-dire que je pense souvent que l'expression raciste ou l'expression antisémite, ou les incompréhensions, ou les approximations, je pense, c'est terrible quand on parle de journalistes, mais je pense que ça part parfois autant de la haine que de l'ignorance. Et je crois que les journalistes ne sont pas bien formés à l'école pour devoir traiter, appréhender ces sujets que sont délicats et complexes, que sont le racisme et l'antisémitisme. Et c'est pour ça que je vais aussi, dans ce souci d'éducation, aller frapper aux portes des écoles de journalisme pour qu'ils savent ce que sont l'universalisme, le communautarisme, le relativisme, que l'on peut tout à fait refuser de débattre avec quelqu'un qui est un... et je ne parle pas d'Éric Zemmour, on le dit... Voilà, le relativisme tue. Et pour faire du scoop, pour faire du buzz, pour faire du spectacle, je ne pense pas qu'il y a l'arrière-pensée de commandement idéologique. Je pense qu'il y a le souci, j'ai des copains journalistes, il y a le souci du spectacle. Voilà. Et pour qu'il y ait le spectacle, il faut qu'il y ait des choses parfois insupportables. Et le journaliste doit avoir cette éthique qui consiste à ne pas servir la soupe à l'insupportable. Et ça s'apprend. Et le tout ne se vaut pas. Ça s'apprend aussi dans les écoles. Voilà, donc lutte contre le relativisme médiatique qui est répandu. On va revenir sur cette question plus large de l'éducation avec vous, enfin avec chacun d'entre vous, Mario Stasi, dans un instant. Mais avant que vous descendiez chercher le ministre, encore un mot là-dessus. Je vous demandais si le contexte politique était mûr, justement, pour faire passer ce stade supérieur de... Oui, mais j'aimerais juste avant que vous nous répondiez sur l'exemple allemand. Parce que souvent,
les partisans d'un renforcement de la législation, là en l'occurrence de la sortie de la loi de 1881, prennent exemple sur ce que nos amis allemands ont fait sur les contenus antisémites et racistes sur la toile. Est-ce que ça peut donner un exemple aux législateurs français d'après vous? Évidemment que ça peut donner un exemple, ça doit donner un exemple aux législateurs français, parce que ce qui s'est passé avec la législation allemande, il faut sortir de l'anonymat, 2, il faut responsabiliser les différents acteurs du numérique, 3, il faut sanctionner ces délits. Bon, la loi allemande a permis une autorégulation. Alors, il y a eu des vrais débats sur la liberté confiée à une autorité interne et pas une autorité judiciaire. Il y a des vrais débats qui se posent. Il n'empêche que je ne vois pas pourquoi on se pose ces débats lorsqu'il s'agit d'hébergeurs et de plateformes et qu'on accepte depuis des décennies que dans une rédaction d'un journal papier, le directeur de la publication ou de rédaction refuse ou accepte de faire passer certains courriers des lecteurs. Je veux dire par là que l'insupportable, on accepte qu'il ne paraisse pas. Je suis persuadé qu'il y a des lettres, il y a certainement des attaques antisémites reçues par lettres anonymes dans la presse écrite et qui ne sont pas publiées. C'est le même raisonnement que l'on doit tenir envers les plateformes et les hébergeurs. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions. Mario Stasi, vous nous rejoignez dans un instant. Il paraît. Voilà, bon, à tout de suite. Jean-Baptiste Gastine, comment vous entendez d'abord les admonestations de Mario, d'une part, et est-ce que vous avez le sentiment que j'allais dire, au sein des pouvoirs publics, chez les élus, la conscience progresse, qu'il faut définitivement sortir les délits antisémites et racistes du cadre de la loi de 1881, aujourd'hui inadaptée? Oui, j'ai répondu tout à l'heure. La loi, elle est faite pour consacrer... Est-ce que ça progresse chez les élus de la République? J'en sais rien. Non, j'en sais rien. On le verra, et on verra au moment où les choses vont arriver. Elles sont déjà mises sur la scène publique, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi de 1880, elle était là pour consacrer une liberté de la presse, une liberté d'expression, qui est le grand combat politique du 19e siècle, et que les choses ont changé aujourd'hui. Mais... le grand combat politique de ce début du XXIe siècle, c'est de limiter la liberté d'expression? Non, sûrement pas. Non, mais ça pourrait. Mais c'est de ne pas laisser dire n'importe quoi. Et de ne pas laisser publier dans des réseaux ou dans n'importe quel média des propos haineux, des propos antisémites, des propos racistes. Et donc, il faut faire de ces catégories des catégories à part, plus qu'on ne l'a fait dans le droit fil de ce qui a été fait en 1972 avec la loi Pleven. Il faut en tirer toutes les conséquences et tenir compte du fait qu'aujourd'hui, les réseaux permettent, avec une facilité incroyable, et à n'importe qui, de déverser sa haine publiquement, d'être relayé, en plus, aujourd'hui, quasiment en toute impunité. Donc il faut trouver les moyens de mettre fin à ça, sans remettre en cause la liberté de la presse, la liberté d'information et la liberté des journalistes à travailler, et si possible, à bien travailler. Merci beaucoup. Pardon, parce qu'il faut aussi que j'aille accueillir le ministre. Allez-y, on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, on vous applaudit, Jean-Baptiste Gastine. À tout de suite. Donc, Bruno Millienne, vous écoutiez à l'instant donc Mario et Jean-Baptiste Gastine. Pour beaucoup de gens, peut-être pas dans cette enceinte, mais pour beaucoup de gens, les deux exigences, garantir la liberté d'expression sur le territoire français et limiter l'expression, annuler même l'expression, abolir l'expression dans l'espace public de l'antisémitisme et du racisme, ça serait des objectifs contradictoires. On ne pourrait pas faire l'un et l'autre en même temps. Qu'est-ce que vous répondez à cette partie du public qui pense encore ça aujourd'hui, en 2019? Est-ce que c'est pas aussi sur ce terrain, qui n'est pas le terrain juridique, mais qui est vraiment le terrain de l'opinion, qu'il faut mener la bataille des idées? Oui, je pense que vous avez raison là-dessus. Alors, c'est une explication facile pour pas avancer. Parce que la question est complexe. Moi, je ne suis pas juriste, donc là, je me place en tant que citoyen. La question est complexe. Mais au fond, où est la frontière entre la liberté d'expression? Maître Leclerc, il n'est pas très loin de penser ça. Hein. Il n'est pas très loin de penser qu'il y a une incompatibilité entre la garantie de la liberté d'expression et le renforcement de l'arsenal judiciaire contre l'antisémitisme et le racisme. Je pense que parmi les citoyens, ceux qui, à un moment ou un autre,
au travers des GAFAM, au travers des réseaux sociaux, sont victimes de ces actes-là, changent d'opinion. Parce qu'il y a un moment, je pense qu'il faut mettre des lignes rouges, on ne peut pas faire autrement. Là, on voit bien qu'on est un peu mangé par ces plateformes, par cet ogre numérique qui se permet tout et qui fait tout et qui peut provoquer des dégâts considérables, en dehors même des actes racistes et antisémites. On l'a vu pour le harcèlement à l'école et des choses comme ça. C'est dramatique. Donc il y a un moment où il faut qu'on mette des lignes rouges. Il va falloir qu'on préserve la liberté de la presse, mais Mario a raison quand il disait qu'il va falloir aller dans les écoles de journalisme pour réapprendre aux journalistes à faire du journalisme. Juste un petit témoignage, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai vu une jeune journaliste qui est sortie fraîche et moulue d'une école de journalisme célèbre à Lille, et je la voyais arriver pour une intervention d'un politique. Je dis chouette, vous sortez de l'école, vous allez pouvoir faire du journalisme comme on le faisait avant, c'est-à-dire qu'on recueille l'opinion pour, l'opinion contre, comme une disserte quoi, puis on se fait un petit jugement. Et elle m'a répondu texto, ce n'est pas ce que la direction de l'information de la radio pour laquelle je travaille me demande. Qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demandait de sortir la phrase qui ferait le buzz. Donc on en est là. C'est ça qui est terrible. On en est là. Il y a un moment ou un autre où il va falloir réinvestir aussi les écoles de journalisme, il va falloir réinvestir aussi les rédactions. Mais pour tout, là on déborde complètement du cadre de cette matinée. Mais ça participe du même procédé. Ce buzz-là, je crois que les chaînes d'infos en continu, Internet, tout ce buzz qui est provoqué là, les gens ne se rendent pas compte du mal que ça fait à nos démocraties. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on travaille. Alors oui, il va falloir qu'on sorte le racisme et l'antisémitisme et la xénophobie de ce cas de la loi 1881. Peut-être qu'il faudra retoucher, j'en sais rien, je ne suis pas juriste, il faudra travailler avec des juristes là-dessus, à nettoyer un petit peu cette loi 1881, même pour la liberté de la presse, pour repréciser les choses, parce qu'on a beau être journaliste, on a beau, être journaliste, je ne crois pas qu'on puisse se permettre de tout dire sans limiter pour autant la liberté de la presse. C'est là où c'est compliqué. Merci beaucoup Bruno Willienne. Alors dis donc, ce média bashing, c'est pas un peu facile là au fond? Est-ce que c'est vraiment le problème? La course au buzz, c'est vraiment le problème? Alors moi je crois que là on pose un problème qui est vraiment dans le centre de notre débat de ce matin, qui est un problème de civilisation et de nature de la démocratie. Je vais aborder 2 points. L'information. Tout fait n'est pas une information. L'information à jet continu sur la télévision, qui répète d'ailleurs toutes les demi-heures exactement la même chose avec les mêmes images, etc., c'est extrêmement fatigant et c'est extrêmement abrutissant. Un fait n'est pas une information quand il est donné brut. Un journaliste, c'est comme ça qu'on les forme à l'école de Lille ou à Sciences Po, un journaliste, c'est quelqu'un qui a du discernement sur le foisonnement du réel. Dans une société très compliquée, où les tensions sont vives, où l'agressivité récente augmente, où les quartiers se séparent, on le disait tout à l'heure, je l'espère moi aussi, pas définitivement du reste de la République, etc., etc. La complexité, le foisonnement du réel suppose que l'information soit traversée par le souci du discernement. Tout ne peut pas être montré ex abrupto, et puis le peuple se débrouille en regardant son écran. Ça, c'est pas sérieux. Ce n'est pas de l'information. L'information, elle est traversée par des valeurs d'objectivité, de recul, de prise de distance à l'égard du fait brut. Comme l'historien, d'ailleurs, si notre collègue était là, il confirmerait certainement ce propos. Oui, je sais bien. Il confirmerait ce propos. L'histoire n'est pas la succession des faits sans qu'ils soient classés, hiérarchisés. C'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il faut une hiérarchie. Assujetti à un point de vue. À un point de vue qui doit être clairement énoncé d'ailleurs. D'où on parle, on a forcément un traitement particulier de l'information. Il faut que les gens qui nous écoutent sachent qu'on parle de tel endroit, je veux dire de tel lieu de pensée, de telle formation, etc. Donc il faut redonner de la sagesse et du poids au discernement vis-à-vis des faits bruts. Regardez l'accident qui a eu lieu tout près d'ici, comment il peut être transformé en n'importe quoi sur le net. C'est terrifiant. Pourquoi? Parce que le flot continu, sans recul, constitue une anti-information qui finit par nous formater dans nos têtes
et nous faire renoncer à la moindre raison, je dirais. Donc, on marche sur la tête. C'est un fait de civilisation, ça. Et je ne suis pas certain que le jet continu de l'info soit vraiment un progrès de la véritable information avec un I majuscule, qui est l'honneur de la presse. Qui est l'honneur de la presse. Alors, cela. 2, l'école. Moi, je crois qu'il y a une grande valeur dans l'école qui protège toutes les expressions solides, argumentées. Ça s'appelle la laïcité. Et la laïcité n'est pas on dit tout ce qu'on veut. La laïcité, c'est l'enseignement à partir des valeurs qui fondent la République. Le mot valeur traverse tout notre débat de A à Z ce matin. Nous sommes ici parce que nous sommes des citoyens, que nous avons des valeurs, que nous avons une vision commune de la République, qui admet bien entendu des opinions différentes, des religions différentes, des athéismes, des questions sur l'essentiel, qui admet beaucoup et qui suppose, pour être vivante, le débat. Mais qui suppose le débat en acceptant l'altérité dans le débat, en acceptant la contradiction, en gérant la contradiction, en la dépassant, en discutant, en donnant du poids. Et notre démocratie a beaucoup perdu, il faut bien le dire, depuis 30 ou 40 ans, que la télévision se déroule les primaires des partis politiques devant tout le monde, ils s'écharpent entre eux devant tout le monde, les débats politiques ne sont plus aussi posés qu'ils l'étaient au début de l'introduction de la politique dans 5 colonnes à la une. Vous vous souvenez de ces deux journalistes exceptionnels, Pierre Desgroupes et je ne me souviens plus voilà, et qui prenaient du temps. On passait 3 quarts d'heure sur un seul sujet. Aujourd'hui, en 3 quarts d'heure, vous en traitez 10 des sujets. Et donc, la laïcité, et alors moi j'ai une exigence qui n'a pas été abordée peut-être un peu par mon voisin, et j'en remercie, c'est que on établisse dans l'enseignement une expression que j'ai connue de manière un peu embryonnaire à l'école primaire, où tous les matins, l'école primaire laïque et républicaine, tous les matins on recopiait un proverbe. Bon, ça peut paraître peut-être... C'était votre enfance dans la Meuse. Hein. Voilà, oui. Ça peut paraître un petit peu neuneux, mais c'était pas si idiot que ça, parce qu'au fond, il y avait un enseignement des valeurs à gamin de CE2, de CM1, etc. Il commençait sa vie à l'école, dans ce qui était important, par qu'est-ce qui fait qu'on est en commun, au fond, hein? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Qu'est-ce que c'est que la liberté bien comprise? Qu'est-ce que c'est que la fraternité, l'égalité? Bon, bref, chacun voit ce que je veux dire. Et il est inadmissible que l'enseignement civique sur nos institutions, qu'est-ce qu'un maire, qu'est-ce qu'un député, qu'est-ce que le président de la République, quelles sont nos institutions, etc., ne soit pas une matière à part entière. Il y a bien l'histoire, il y a bien la géographie, il y a la littérature, les mathématiques, la physique, il n'y a pas ce qui fait qu'on est ensemble dans une république. Et ça, c'est une matière. Et le baccalauréat doit porter aussi là-dessus. Et il faut absolument, à l'école primaire, dès l'école primaire, jusqu'à la fin des études secondaires, que ça soit une matière, un coefficient significatif, et pas une instruction civique que moi j'ai connue, et peut-être beaucoup d'entre nous ici aussi. On fait de l'instruction civique quand on a le temps, c'est-à-dire à la fin, on fait un quart d'heure d'instruction civique à la fin d'un cours d'histoire. C'est scandaleux. Et l'école doit se réformer sur ce point. Parce que là, on aura vraiment une matière à enseigner aux jeunes ce qu'est la République, R majuscule. On vous applaudit, Christian Pirel, et gardez le micro encore une minute avant que Bruno vous réponde. Un mot encore sur l'éducation civique, parce qu'on arrive un peu, j'allais dire, non pas au terme de notre débat, mais dans la phase conclusive, c'est-à-dire vraiment cet effort sur l'éducation. Vous avez cité la laïcité, mur porteur de la République. Reste peut-être aussi à en donner une définition positive, hein, parce qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est aussi revendiquée par des gens qui la combattent. C'est le paradoxe de notre situation actuelle, il faut peut-être en dire un mot, mais justement ce pari sur les lumières qu'il faut rallumer, est-ce qu'on doit faire sa place spécifiquement dans l'enseignement de l'éducation civique à une formation pour, très tôt en quelque sorte, néantiser, volatiliser les préjugés antisémites et racistes plus qu'on ne le fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut renforcer cet aspect-là de l'enseignement de l'éducation civique? Ça me paraît évident. Les seuls éléments que j'ai eus personnellement dans ce domaine, c'était quand on étudiait Voltaire, parce qu'à l'époque on faisait tous les auteurs siècle par siècle.
On étudiait Voltaire, et dans Voltaire, il y a Candide. Candide dit cette phrase: comment peut-on être persan? Quand un enfant, alors nous sommes au XVIIIe siècle, etc., donc, et Voltaire dit un certain nombre de choses qu'on peut discuter en classe. Donc, et je crois que cette interrogation à des gamins qui ont quel âge, 14 ans, 15 ans, ça leur apprend à dire, tiens, il y a des gens qui ont une autre civilisation, qui pensent autrement, etc. Donc, aujourd'hui, les choses se présentent différemment, mais il est évident qu'il faut présenter des éléments qui sont constitutifs des valeurs que nous défendons. La laïcité, c'est pas tout est égal, c'est pas on peut dire tout, c'est pas on peut croire tout, c'est pas on peut ne pas croire, on peut ne pas croire à tout. C'est un contenu, la laïcité. C'est le contenu du débat, du respect de l'autre, c'est le contenu du... Je vais citer un philosophe contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle Lévinas, qui dit on discute. Là, vous faites carton plein auprès de la LICRA, hein, avec Emmanuel Lévinas. Oui, alors, Lévinas, c'est le philosophe du visage de l'autre. Et la reconnaissance du visage de l'autre comme étant l'expression de ce qu'est l'autre tout entier, de ce qu'est la personne de l'autre, au respect de l'autre dans sa différence, c'est la laïcité. La reconnaissance du visage de l'autre. Et si on apprend ça quand on a 8 ans, 10, de manière différente, bien entendu, avec l'évolution de l'âge, mais quand on a 8 ans, 10 ans, 15 ans, on forme des citoyens. Qu'est-ce que l'école aujourd'hui est devenue à l'égard de la formation du citoyen? Elle est devenue un lieu où on enfourne dans la tête un certain nombre de connaissances sans la nécessité évidente, vous l'avez dit, de la hiérarchie de ces connaissances, et sans la nécessité évidente de se former personnellement, que chaque élève puisse se former personnellement, non pas une opinion, mais une conviction étayée par la raison. Et vous croyez pas... La laïcité, c'est l'usage de la raison dès le plus petit âge, à la mesure de la capacité de l'enfant à connaître ces différences. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que dans l'école véritable, hein, dans l'école concrète, dans tous ces territoires, pour certains abandonnés de la République que nous évoquions, beaucoup de professeurs, au fond, pratiquent cette maïeutique-là, essayent d'enseigner la laïcité, mais ils se heurtent Autant, ils n'ont pas l'emploi du temps qu'il faut. Oui, mais ils se heurtent aussi à des résistances, à des conditionnements sociaux, à la force granitique des préjugés sur le terrain, et c'est ça qui est difficile à déconstruire. Et en raison, on peut le dire, en raison notamment de la prégnance dans certains quartiers de l'idéologie islamiste. Alors, moi j'ai une expérience de maire, j'étais maire pendant 25 ans dans une ville de 25 000 habitants. C'était Saint-Dié dans les Vosges, Christian Viret. Absolument. Et voici une expérience récente, c'était dans 2013, je n'ai pas renouvelé mon mandat en 2014. Donc, cette expérience, je vous la livre telle qu'elle, elle est extrêmement choquante. Prenez-la vraiment, je vous promets que c'est vrai. Dans une école primaire d'un quartier de rénovation urbaine, où il y avait une ORU, opération de rénovation urbaine, c'est-à-dire où on a dépensé énormément de crédits, très aidé par la politique de la ville à l'époque, très structuré sur le sport, sur la culture, sur l'école, sur le logement, sur un traitement global de la question urbanistique dans des quartiers HLM anciens qui étaient extrêmement dégradés. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Un jour, je suis dans une école, je revois la scène, dans une cour de récré, et je vois l'instituteur avec qui j'ai discuté, un petit groupe d'instituteurs à la récré, il se dirige là-bas, il dit « Arrêtez tout de suite ». Qu'est-ce qui se passait ? C'était des CM1, CM2, ils étaient des garçons, ils étaient en train d'obliger une petite fille à baisser la tête et à baisser les yeux devant un garçon. Vous voyez d'où ça vient. Bon. C'est une école où la composition maghrébine était très élevée. C'était un quartier pour lequel, j'ai une mémoire des chiffres, nous avions dépensé, c'était en francs, parce que le programme venait d'avant la création de l'euro, 330 millions de francs.
C'est donc une école où on a fait de la restructuration profonde, enfin un quartier, on a fait de la restructuration très profonde. Ces quartiers maintenant sont mieux que le centre-ville. La petite fille doit baisser les yeux et la tête devant un garçon, parce que la femme a cette position-là dans la société. Là commence le déni de laïcité, le déni de république, le déni du vivre ensemble. Et ça, chers amis, c'est très répandu. Mais justement, est-ce que les pouvoirs publics donnent encore suffisamment de force aux lumières de l'école pour lutter contre ces formes de patriarcat que vous décrivez à l'instant, Christian Pierret? À mon avis, non. Et à mon avis, on ne règle pas la question par la loi, on règle la question par une volonté politique de dire partout ça, qui devrait réunir d'ailleurs la droite et la gauche, et réunir, enfin je sais que ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est, comment dit-on, en même temps, la droite et la gauche, parce que c'est pas une opinion politique, ça c'est une conviction républicaine. Je distingue toujours opinion et conviction personnellement. Et c'est un problème qui transcende la lutte politique, la petite lutte, permettez-moi de le dire, que certains, loin de là, pas tous, mais que certains journalistes aiment bien, c'était la petite politique politicaille qui fait du buzz, encore une fois. Si on prend ça au sérieux comme Français, comme citoyens, comme avenir de notre pays, et au-delà d'ailleurs comme avenir de la construction européenne, parce qu'on aurait évité le Brexit si on raisonnait comme ça aussi en Grande-Bretagne, qui a fait le Brexit sur un truc complètement cinglé. C'est-à-dire, l'Europe coûte tant de dizaines de millions par semaine à la Grande-Bretagne, de millions de livres, c'était complètement faux. Et le lendemain, l'actuel Premier ministre de Grande-Bretagne dit « Qu'est-ce qu'on s'est bien marré, hein. J'aurais fait passer ça, puis ça fait voter le Brexit. » Il a dit textuellement à la télévision « C'était faux, et je suis content, parce qu'on a fait ce qu'on voulait. » Tant qu'on aura cet état d'esprit, qu'on n'aura pas l'usage politique, P majuscule, sérieux, de la raison, R majuscule, et qu'on n'enseignera pas ça aux enfants dès le plus jeune âge, donc il faut une réforme de l'école au plan fondamental, et c'est pas une loi de plus qui va faire ça, c'est une volonté politique qui doit traverser tout le monde. Il y a des gens qui doivent se lever en France pour dire assez de tous ces Zemmour, de toute cette fange ignoble. Regardons-nous comme responsables et comme citoyens. La responsabilité, R majuscule aussi, c'est le sens du citoyen. Et l'exercice de la raison dès l'enfance doit être le b.a.-ba de l'école. L'école, c'est pas une somme de savoir, c'est une somme de savoir traversée par des valeurs. C'est ça qui fonde l'école, et c'est ça qui peut sauver ce pays. Parce que la lutte politique, elle va dans un sens, elle va dans l'autre. La lutte politique, elle aboutit aux gilets jaunes comme elle peut aboutir à autre chose. La lutte politique, elle doit aboutir au renforcement de la démocratie dans la ligne du 26 août 89, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et on en est encore un peu loin. Merci. Donc moi je crois à cette vigueur de la République pour aller de l'avant. Merci infiniment Christian Pierret pour ce plaidoyer qui n'est pas tout à fait final encore. On s'achemine vers le moment des questions si importantes, hein, bien sûr, dans chaque université d'automne de la LICRA. Mais il y a encore quelques mots peut-être sur cet effondrement global de la raison. Alors, on vient d'entendre Christian Pierret qui en appelle à une sorte de résurrection de l'école républicaine. Elle est peut-être possible, mais elle est rendue plus difficile dans un cadre social global, on va dire, hein, où la raison est attaquée de toutes parts par les obscurantistes, par une certaine médiacratie aussi, qui a été nommée à plusieurs reprises au cours de ce débat, et puis par tous ceux qui pensent qu'en quelque sorte la raison vit sa vie et c'est pas la peine de la défendre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent spontanément ça, qui se disent mais c'est pas la peine de défendre la raison, de toute façon elle n'a pas besoin de nous, elle se défend très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte social global pour, puisque c'est un des fils rouges de notre réunion d'aujourd'hui, pour rallumer les lumières, comme le disait en son temps le grand Jaurès? Alors, le point central, il vient d'être évoqué. Effectivement, ça doit passer par l'éducation nationale. Et je vais vous donner une petite note d'espoir, quand même. Parce que à partir des classes de maternelle et dans le primaire, maintenant, ces notions-là de laïcité, d'instruction civique, d'apprendre le vivre ensemble, reviennent. C'est... Pour une raison simple, c'est que... Vraiment Jean-Michel Blanquer s'est basé sur une chose qui est incontestable, c'est la science.
Et la science cognitive a fait tellement de progrès que maintenant on est capable de dire ce qu'il faut, effectivement, la façon de faire avec les gamins, les fameux 1000 premiers jours et puis après le primaire. Donc j'espère bien que ça va continuer comme ça. J'ai juste un titre d'exemple. Moi je suis du département des Yvelines, alors je ne sais pas si vous le savez. Vous êtes de la 9e circonscription, hein, c'est ça, je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le savez, ça peut paraître bizarre parce que le département des Yvelines est réputé être un département éduqué, riche. C'est du département des Yvelines que sont partis le plus grand nombre de Français pour faire le djihad. Parce qu'il y a Trappes, parce qu'il y a Elancourt, parce qu'il y avait les Mureaux, parce qu'il y a Équevilly. Les résultats qu'on a en REP et en REP+, j'étais avec le directeur d'académie il n'y a pas très longtemps, sont excessivement encourageants sur la notion de vivre ensemble. Ça ne suffit pas. Parce que les enfants, quand ils sortent de l'école, même si les profs sont bons, même si l'école est un état protecteur pour les gamins, pour leur apprendre à vivre ensemble, ils rentrent chez eux. Et vous voyez bien comment notre société a glissé. On ne s'occupe plus des enfants. On ne passe plus de temps avec nos enfants. Nos enfants nous emmerdent, on les met devant une tablette. Et on ne vérifie pas ce qu'ils font. Ou devant la télé, tablette, télé, mais de toute façon les enfants ne regardent plus la télé, mais on regarde la télé, sur les contenus directement sur les tablettes. Et là, il y a quelque part une responsabilité des parents. Moi, j'ai vu des parents, à la sortie de la maternelle, de l'école de mon village, j'ai vu un père demander à son gamin si c'était vrai ce que la maîtresse lui a dit, parce que la maîtresse était plainte du comportement du gamin pendant la matinée. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Reprenons l'éducation de nos enfants. Il n'est pas question de leur mettre des baffes, il n'est pas question de leur mettre des fessées. C'est pas ça, mais de les responsabiliser. La première des responsabilités, c'est les adultes citoyens qui doivent l'avoir. Ils le doivent aux enfants. C'est valable pour le racisme et l'antisémitisme, pour le vivre ensemble, pour l'humanisme, pour l'écologie et l'environnement, c'est valable pour tout. Mais alors, comment toutes les notions qui sont transverses. Tant de Français qui ne sont pas extrémistes réclament un retour de l'autorité républicaine, notamment en matière éducative. Mais comment vous expliquez que ce soit si difficile de la faire revenir concrètement dans les territoires, cette autorité? Là, on l'a fait revenir petit à petit par l'éducation, quand même. On, c'est-à-dire l'exécutif actuel. Pas on, nous. La réforme de l'éducation nationale, j'espère bien, va faire que, classe après classe, année après année, on est en train de fabriquer des citoyens de raison, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas qui auront la faculté de raisonner, de comprendre et de faire la part des choses, et pas simplement de gober tout ce qu'on leur donne. C'est ce qu'on essaye de faire, mais on n'en est qu'au début, ça fait 3 ans, ça va prendre du temps, et là j'aimerais bien que les parents se mobilisent aussi, parce que ça doit être un combat commun, pas seulement l'école. L'école n'est pas chargée d'éduquer les enfants. Elle est chargée de leur donner du savoir, de leur transmettre le savoir, un savoir intelligent, hiérarchisé, et de leur apprendre la vie en communauté, le vivre ensemble, le civisme et le vivre ensemble. Mais elle n'est pas chargée de faire l'éducation à la maison et le respect des parents et le respect des gens dehors. Donc il y a ça qu'il faut combattre aussi. Oui, merci beaucoup, je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Ça progresse quand même, parce que la politique de la ville, qui malheureusement n'est plus un agrégat maintenant gouvernemental, vous devriez regarder la question. La politique de la ville a des résultats. Je prends un exemple très parlant. Dans le quartier dont je parlais à l'instant, il y a 20 ans, quand les pompiers arrivaient pour éteindre un incendie de cave, car le jeu c'est de mettre le feu aux caves, ils recevaient parfois des vieilles cuisinières, des vieux réfrigérateurs sur la tête, hein, je vous jure que c'est vrai. Aujourd'hui ça se fait plus. Et donc il y a un progrès quand on a amélioré le cadre de vie réhabilité, le sport, beaucoup de sport pour la jeunesse, beaucoup d'institutions sportives, la culture, beaucoup de débats, consultation des habitants aussi, etc. On a des résultats. Et le maire du Havre le disait tout à l'heure, c'est pas fichu, les quartiers de la République ne sont pas délibérément et définitivement sortis. Mais il faut y mettre le prix. Je pense que, je vais faire une petite critique, pardonnez-moi, mais je pense que le refus de mettre beaucoup de crédit sur une politique de la ville allant dans ce sens ne fait pas avancer les choses. C'est normal, vous êtes un opposant socialiste, hein, donc vous pouvez jouer votre rôle. Non, je ne suis pas un opposant socialiste, mais pas forcément opposant à tout, et bien au contraire. Mais je crois qu'il y a une erreur d'orientation politique, parce que ce sujet-là, il traverse toutes les régions, toutes les villes, etc. C'est très compliqué. Et il ne faut pas laisser se dégrader la situation. Alors je ne veux pas qu'on empiète sur le moment des questions du public. Bruno Millienne, juste un mot là-dessus peut-être, hein, la politique de la ville. Est-ce qu'elle est vraiment si soutenue que ça depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Alors sur les chiffres, effectivement, les chiffres ont un petit peu baissé. Mais il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que pendant tout un temps, on s'est uniquement
intéressés à la politique de la ville, et on va dire peut-être même des villes périurbaines ou des quartiers périurbains. Il y a eu un rééquilibrage avec l'arrivée de... On est en train de faire un rééquilibrage sur l'ensemble des territoires, parce que vous voyez bien qu'un des problèmes qu'on a, on l'a vu le glissement. Moi j'ai vu le glissement dans les années 80, dans nos banlieues, j'habitais près d'Herblay, dans nos banlieues... Voilà, on salue, je vous interromps juste un instant, on salue l'arrivée du ministre Gabriel Attal, on le remercie d'être avec nous, on l'applaudit aussi bien sûr, il va prendre la parole dans quelques instants. Excusez-moi Bruno Millienne. Hein. Moi, j'ai vu le glissement dans les années 80, la mixité sociale existait encore dans les quartiers. Et puis ces quartiers-là, on les a abandonnés de tout, et là est venue une forme de communautarisme. Et puis après est venue la peur dans les territoires avec la désindustrialisation, c'est pas facile à dire, et le déclin économique des territoires, est venu la peur de l'autre, alors que l'autre on ne le voit pas, hein. Je vous le garantis, il n'y a pas besoin d'aller très loin, là où j'habite, on ne le voit pas l'autre, mais on a peur de lui quand même. Eh bien, il y a des actions à mener aussi sur ces territoires. Je pense qu'il faut, j'aime pas beaucoup le terme, mais j'en ai pas trouvé d'autres, peut-être que Monsieur le Ministre en trouvera un autre, rééconomiser nos territoires pour refaire la République et refaire du lien social et sociétal. Et comme ça, donc, on est bien obligé, un petit peu, de distribuer les moyens un petit peu partout. Merci beaucoup Bruno Millienne. Donc rééconomiser nos territoires, refaire de la République, c'est le moment des questions. Je veux pas qu'on l'escamote à l'excès. Donc j'aimerais aussi qu'on prenne tout de suite, puisqu'on parlait d'éducation, le témoignage de l'inspecteur Bernard Ravet. Il est juste derrière le ministre. Si vous pouvez venir Bernard, puis ensuite on va enchaîner sur les questions. Il sera sans doute pas d'accord, oui, probablement. Bernard Ravet, on vous applaudit, on vous salue, merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit sur l'école? Alors, je m'exprime à deux titres. D'abord, en tant que président de la commission éducation de la LICRA, en tant qu'ancien principal de collège qui a dénoncé la réalité de mes collèges marseillais. Dans un livre événement il y a 1 an et demi voilà, à peu près. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on est à peu près tous d'accord sur ce rôle fondamental de l'école dans la transmission des valeurs. On est aussi à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut réimpliquer les familles. Et je crois que des événements récents nous montrent que la réimplication des familles peut donner lieu à des glissements politiques inacceptables. Vous voyez, tout le monde sait à quoi je fais allusion. Moi, je crois que le combat qu'on doit mener, et je pense que ce que se battent les militants de la LICRA quand ils interviennent, c'est apporter un peu d'espoir à des élèves qui sont enfermés dans un carcan idéologique. Quand à un moment, des élèves ont un environnement qui fait que, en permanence, on est dans une situation de contradiction entre ce qui est dit à la maison, ce qui est dit dans l'environnement religieux et ce qui est dit à l'école, on est, j'allais dire, dans une situation qui est dramatique. Elle n'est pas dramatique partout, mais elle est dramatique à certains endroits. Et je crois que ce qui est intéressant dans les remontées de l'Observatoire Jean-Michel Blanquer sur les problèmes de laïcité, c'est que c'est de plus en plus jeune. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment le travailler au corps. Quand des enfants de 5 ans, alors certains l'ont déjà entendu, disent « je ne donne pas la main à la maîtresse parce que c'est une femme », je dis que nos enfants, la République a ses enfants en danger. Alors il y a une prise de... C'est vrai, vous le nommez vous-même, hein. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, son secrétaire d'État qui vient de nous rejoindre, Gabriel Attal, ils ont une prise de conscience de tout ça. Ça ne fait pas défaut à l'exécutif actuel. On peut reprocher sans doute beaucoup de choses à cet exécutif, mais pas d'être angélique sur les problèmes que vous nommez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour donner davantage d'aide concrète aux professeurs sur le terrain? Je crois d'abord qu'on a un travail important à faire sur le fait qu'on part d'un présupposé. Et aujourd'hui, par exemple, dans un livre comme Une prière pour la République de Frédéric Béguin, on a des doutes sur l'attachement de la totalité des enseignants à la laïcité et aux valeurs de la République. Et je crois que là, et moi je salue la volonté de Jean-Michel Blanquer de réinvestir le champ de la formation des enseignants sur le côté fondamental de cette transmission. Merci beaucoup, on vous applaudit parce que Mario Stasi...